Bienvenue à toi. Sur cette chaîne, il y a au moins deux vidéos par mois, un format court et un format long. Je profite de cette introduction pour te demander que si tu aimes le contenu de la chaîne, de ne pas hésiter à t'abonner, de liker les vidéos que tu préfères et de mettre un commentaire si tu le juges nécessaire. Cela aidera l'algorithme de YouTube à faire connaître ma chaîne auprès des autres. À tous, présents et à venir, salut! Bienvenue sur cette chaîne. Vous le savez, mon but est de présenter les théories du jeu appliquées à des situations réelles. Pour cela, et je vous l'avais promis depuis longtemps, nous allons nous plonger dans la guerre du Pacifique qui, de 1941 à 1945, a opposé les Japonais aux Chinois, aux Américains et aux Anglais, pour ne citer que les principaux acteurs. J'ai pris l'option de prendre le point de vue des Japonais. En effet, les livres, films et autres documentaires qui nous sont donnés à voir, à nous, occidentaux, sont majoritairement réalisés avec le point de vue des vainqueurs. Prendre le point de vue des perdants sera comme ça une opportunité de voir une autre vision, une autre perspective. Alors je sais que mon choix de point de vue est fort discutable et je tiens tout de suite à préciser quelques points importants. Je connais les atrocités commises par les troupes japonaises durant cette guerre et particulièrement en Chine. Ce sont clairement des crimes contre l'humanité, même si tous n'ont pas été qualifiés de la sorte lors des procès de la fin de la guerre. Je n'ai aucune adoration morbide pour l'Empire du Japon, ni pour aucun autre empire d'ailleurs. Je ne suis pas non plus un anti-américain forcené. Toutefois, reconnaissez avec moi qu'avoir un esprit critique, c'est aussi tenter de voir les faits et d'essayer de les comprendre sans les excuser. Je vais vous expliquer ma compréhension des options qu'avaient les gouvernements, les dirigeants japonais, et ce, via la théorie des jeux, de tenter d'expliquer ces choix. Je veux aussi être très humble par rapport à cette approche. C'est un angle d'analyse possible. Une guerre, c'est éminemment complexe et multifacteur. On fait intervenir des facteurs culturels, religieux, économiques et j'en passe. Bon, on va y aller pour cette première vidéo de la série. Nous allons commencer par planter le décor et se poser la question, mais pourquoi diable ce pays est devenu presque soudainement belliqueux ? Remontons le cours du temps et revenons au XIXe siècle. Vous allez voir, il y a des échos dans l'histoire qui sont assez surprenants. Avant 1850, le Japon s'était volontairement coupé du monde. Entrer ou revenir dans l'archipel sans autorisation expresse était puni de mort. Ceci était valable autant pour les Japonais que pour tous les étrangers. Une petite porte était cependant ouverte car un comptoir d'échange était ouvert à Nagasaki. Le régime politique de l'époque reposait sur un chef militaire, le shogun, qui dirigeait effectivement le Japon. De manière symbolique, l'empereur, descendant directement de la déesse du soleil, Amaterasu, avait un rôle politique assez limité. Ce système a perduré pendant 250 ans, sous l'égide de la lignée des Tokugawa. Pendant ce temps-là, dans le reste du monde, après s'être bien tapé dessus au XVIIIe siècle, et aussi au début du XIXe, et après l'Afrique, les puissances coloniales européennes avaient jeté leur dévolu sur l'Asie. La Chine, ancien grand empire mais miné par un système politique dépassé, en était le grand malade. Et les charognes étaient à son chevet. Objectivement, je ne vois pas comment qualifier autrement la manière dont l'Europe coloniale, britannique, français, allemand et même russe, se sont comportés. Renseignez-vous sur la guerre de l'opium pour en avoir une première idée. Mais nous y reviendrons. De l'autre côté de l'Atlantique et du Pacifique, un nouveau pays vient de gagner un chouette coin de terre sur la côte pacifique. Ce coin s'appelle la Californie et ce pays, ce sont les USA. Maintenant qu'ils ont ce truc, il va falloir le faire fructifier. Par exemple, en exportant des marchandises. Mais c'est presque en face de l'Asie, ça. Et comme marché potentiel, c'est pas mal. En plus,
petits Asiatiques n'ont pas l'air bien méchants. Comptez également qu'en termes de perception, et je vous disais que c'était important, les USA sont en plein trip de la destinée manifeste. The Manifest Destiny est une idéologie selon laquelle la nation américaine avait pour mission divine de répandre la démocratie et la civilisation vers l'Ouest. Donc logiquement, à force d'aller vers l'Ouest, on se retrouve à l'Est. Listons les arguments que les Américains avaient dans leur petite tête. Premièrement, ouverture de ports chinois au commerce et annexion de la Californie, créant ainsi un port américain dans le Pacifique, et ça permet d'assurer un flux de trafic maritime constant entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Ensuite, lorsque les commerçants américains du Pacifique ont remplacé les voiliers par des bateaux à vapeur, ils ont dû sécuriser les stations de charbon. Et de préférence, là, elles pourraient s'arrêter. Et donc, pour prendre des provisions et du carburant. Or, entre la Chine et les États-Unis se trouve le Japon, qui a une position géographique avantageuse. En plus, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Japon détiendrait de vastes gisements de charbon. Et donc, ça renforçait l'attrait des relations commerciales et diplomatiques. Pour info, c'est bien une rumeur. Le charbon japonais est presque uniquement bitumineux, avec un bas degré de carbonisation, et il est cher à exploiter. Enfin, il y a aussi l'industrie baleinière américaine. Elle s'était installée dans le Pacifique Nord au milieu du XVIIIe siècle et cherchait des ports sûrs pour une assistance en cas de naufrage et des postes de ravitaillement fiables. Au cours des années, un certain nombre de marins américains se sont retrouvés naufragés et ont échoué sur les côtes japonaises. Ils ont communiqué des récits de mauvais traitements infligés par les Japonais. Bien peu accueillants. Je vous rappelle que nous sommes avant 1850. Récits qui se sont répandus dans la communauté marchande aux États-Unis, et donc, voilà, les Japonais sont les méchants. J'en rajoute un dernier, les autres camarades des colonies sont aussi gourmands, et si les États-Unis n'y vont pas, le Japon va leur passer sous le nez. Ainsi, le 8 juillet 1853, le commandeur américain Matthew Perry conduit 4 navires dans le port de la baie de Tokyo, avec une lettre du président Fillmore pour l'empereur, demandant d'ouvrir ses ports et son commerce. Si vous êtes attentif, comme vous êtes attentif, vous aurez remarqué que Tokyo, c'est pas Nagasaki, la petite porte qui était ouverte. Les Japonais n'ont donc aucune attention d'accepter ce facteur un peu lourdeau. Mais comme les 4 navires en question sont des bateaux de guerre, et que cette époque, la marine de guerre du soleil levant était, nada, schnoll, que dalle, ils ont fini par accepter. La lettre est remise à l'empereur et Perry promet de revenir l'année prochaine. Seulement 7 mois plus tard, en février 1854, Perry retourne au Japon avec 2 fois plus de navires. Cette escadre est cette fois-ci constituée d'autant de bâtiments américains qu'européens, britanniques, français, néerlandais et même russes. Pour éviter que la situation s'empire et que le Japon se retrouve dans la situation de la Chine, qui prend mandal sur mandal, le shogun signe un accord d'ouverture du pays le 31 mars 1854. Les USA retenteront le coup avec la Corée en 1871, mais ça c'est une autre histoire. C'est un coup dur pour la crédibilité du système des shoguns. Petit à petit, alors que le pays s'ouvre au commerce, mais aussi aux idées des Occidentaux, l'empereur prend de l'autorité politique. En novembre 1867, après quelques incidents où le Japon s'est fait clairement humilier plusieurs fois, le 15e shogun Tokugawa abdique volontairement, en refusant de nommer un successeur. Le jeune prince, Matsuhito, tout juste devenu empereur, est le symbole de cette réforme. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'ère Meiji. Le boom économique est gigantesque. Le Japon passe en moins de 25 ans du Moyen-Âge à la révolution industrielle. D'un point de vue organisation, à cette époque-là, on est plus proche du modèle Napoléon III ou du modèle prussien que du modèle britannique ou américain de démocratie à l'époque relative, on va dire. La nouvelle constitution spécifie un gouvernement autoritaire avec l'empereur qui détient le pouvoir ultime et n'accorde que des concessions minimes aux droits des peuples et aux mécanismes parlementaires. Cela crée évidemment des tensions énormes dans la société japonaise, dont l'une peut-être vous parle.
Voilà, vous y êtes. Si vous ne connaissez pas, regardez ce film, c'est un tout bon Tom Cruise avec Ken Watanabe. Par contre, dans la vraie histoire, en fait, le gars est plutôt français, pas américain. Il s'agit de Jules Brunet. Et ils ont un peu mélangé la bataille de 1877 avec l'histoire de Jules, qui, elle, se passe en 1868. Ah, Hollywood et la vérité historique. Bref, le pays se stabilise, mais il est encore fragile et est une proie potentielle. De l'autre côté de la mer de Chine, la Chine, justement, tente elle aussi de se moderniser avec l'appui d'autres Européens, Russes et Allemands. Les Japonais ont l'impression que le temps presse, mais que pour le moment, la Chine ne va pas bien du tout. La transformation politique du pays en provoque pratiquement l'éclatement. Le Japon sera-t-il la prochaine cible ? Ne faudrait-il pas montrer au monde que le Japon est devenu plus fort et se comportera pas en victime ? Alors, pourquoi pas tenter un petit coup en Corée ? Les expéditions américaines de 1871, mais avant cela, celles des Français en 1866, montrent que la Corée, qui est un vassal de la Chine, serait plutôt un bon candidat. C'est pas trop loin des côtes japonaises, le pays est riche en minerais de fer et il a un beau potentiel de terres agricoles. En plus, ça permettrait au Japon de prendre pied sur le continent et les autres puissances mondiales ne devraient pas trop moufter. Allez-y, je vous la fais courte. D'abord, en 1884, on tente un coup d'État pro-nippon qui échoue. Ensuite, on trouve une excuse bidon. Un Coréen pro-japonais est assassiné à Shanghai. Donc, les Japonais peuvent dire que les Coréens sont des méchants. Une histoire de rebelle qui implique que le gouvernement coréen demande l'aide de la Chine, ce qui permet de dire aux Japonais qu'ils sont inquiets de ces mouvements de troupes pas trop loin de leur côte. Nous sommes maintenant en 1894. La flotte japonaise pense que ça va aller, ils ont acheté suffisamment de bateaux de guerre aux pays européens, et donc ils estiment assez fort pour lutter contre celle de la Chine et tenter un débarquement. Les Japonais envoient donc un corps expéditionnaire, et les choses tournent évidemment au vinaigre. Boum, c'est la première guerre sino-japonaise. En 3 batailles, c'est plié. Pingyang pour Arthur et Mokden, mon coréen est assez basique. Et l'un des moments marquants de cette première aventure et de l'ère moderne du Japon se déroule le 17 septembre 1894. Les navires de la marine impériale japonaise et de la flotte chinoise s'affrontent lors de la bataille de la mer Jaune, ou également appelée la bataille de Yalu. Les Japonais s'en sortent victorieux et cela permet à leurs forces terrestres de continuer à progresser dans la péninsule coréenne et même de remonter jusqu'en Chine et ainsi gagner cette première guerre. Le traité de Shimonoseki est signé le 17 avril 1895. Shimonoseki est une ville qui fut bombardée et prise par les Européens en 1864. Donc c'est clairement un esprit de revanche qui est exprimé là et qui fait écho aux humiliations dont je vous ai parlé plus tôt. En plus, le Japon a gagné Port Arthur, qui est assez bizarrement ne se trouve pas en Corée mais en Mandchourie, mais c'est un très très beau port qui permet une ouverture vers l'océan Indien. Qu'un pays asiatique se permette ce coup de force et en plus fait un pied de nez, pour ne pas dire un doigt d'honneur, au reste du monde, n'est pas du tout du goût des puissants. Mais alors là, pas du tout. Juste pour donner une ou deux idées. La France vient de coloniser l'Indochine en 1887 et se retrouverait comme ça avec un nouveau concurrent dans la région. Et en plus, même pas européen. C'est carrément en dehors de leur imagination. Donc, les grandes puissances font pression pour que la Corée soit à nouveau indépendante, on va dire, et la mécanique infernale se met en route. En effet, j'ai parlé de la Russie tout à l'heure, mais la Russie des tsaristes a un problème de taille. Elle aimerait bien accélérer son développement à l'exportation, et ça passe par des ports. Or, la Russie en a des ports, mais ils sont tous pratiquement fermés en hiver à cause des glaces. Un port sur la côte pacifique, accessible toute l'année, le tout relié par le fameux transsibérien qui permet de relier l'Asie à l'Europe, voilà le pied total. Le nord de la Chine, qu'on appelle la Mandchourie, devient donc le lieu de convoitise des Russes. Les Russes donc voient l'expansion japonaise d'un très mauvais œil. Ils font alors pression sur le Japon pour qu'il rétrocède Port Arthur à la Chine. Le Japon, pour le moment, a trop besoin des Européens. Et le 23 avril, oui, c'est le même mois et la même année,
Un nouvel accord, dit de la triple intervention, mené conjointement par l'Empire allemand, la France et la Russie, est conclu. Le Japon rétrocède Port-Arthur aux Chinois contre des indemnités. Indemnités donc que doivent payer les Chinois pour permettre aux Russes que les Japonais ne gardent pas un morceau de terre chinois, si vous me suivez bien. Dans les mois et les années qui suivent, la Russie continue son petit bonhomme de chemin, tant en Corée qu'en Mandchourie d'ailleurs. On construit le Transmanchourien qui relie Irkoutsk à Vladivostok. Vladivostok qui est encore qu'un tout petit port de pêche à ce moment-là. On donne des concessions, notamment pour le port Arthur, qui est donc accordé par la Chine à la Russie. Oui, comme la Chine doit payer des indemnités pour avoir récupéré Port Arthur, ils préfèrent encore s'en séparer. Ça leur fait une économie, si on peut dire. Alors, cerise sur le gâteau, en 1900, il y a le soulèvement des Boxers, dont on a d'ailleurs fait un film, Les 55 jours de Pékin. 55 days at Peking. Look, I suppose you know all hell's going to break loose here. Charlton Heston, Ava Gardner, and David Niven star in this epic story of the Boxer Rebellion in China. Starving and cut off from help, diplomats and soldiers set aside their differences and join together to survive. Magnificent adventure. Exotic romance. 55 days at Peking, a spectacular classic. Bon, d'accord, c'est un peu vieillot. Dans ce film, les Américains, les Japonais et les Allemands, même les Italiens, et les Français pendant qu'on y est, s'allient pour lutter contre une révolte. Il y a Charlton Heston, il y a David Niven, il y a Ava Gardner qui joue une baronne russe. Bref, c'est un film typique des années 60. Après l'écrasement de cette révolte, écrasement auquel les Japonais avaient aussi fortement contribué, le protectorat de la Mandchourie est donné à la Russie. Voilà, Russie. La leçon est donc très amère, mais le Japon est un très bon élève. Ils ont appris que 1. Pour garantir son indépendance, il vaut mieux être du côté des colonisateurs que des colonisés. 2. Que quelques pressions bien placées ou quelques batailles décisives, comme par exemple celle que les Prussiens viennent de gagner contre la France, permettent d'obtenir des accords commerciaux largement en faveur des agresseurs. 3. Qu'il faut taper d'abord sur les plus faibles. 4. Qu'il faut être indépendant des puissances européennes. Pour cela, comme pour les îles britanniques d'ailleurs, le Japon doit se constituer une flotte. Commence alors une marche effrénée entre les achats de navires étrangers pour piquer les bonnes idées, britanniques principalement, et la fabrication propre sous la direction d'ailleurs d'un Français, Louis-Émile Bertin. Sur le plan tactique, compte tenu des grands espaces à couvrir dans le Pacifique, Bertin explique que le salut de la flotte nippone sera dans la vitesse et la puissance de feu, ainsi que de la formation de combat en ligne de file. Les Japonais reconnurent là une technique qui n'était pas sans rappeler celle de leurs samouraïs, à savoir frapper fort et vite, même si c'est au péril de votre vie. Et donc ils l'adoptèrent largement. Émile Bertin réorganisa de fond en comble l'arsenal primitif de Yokosuka. C'est lui qui choisit les nouveaux emplacements des arsenaux, soit Nagasaki et Kure près de Hiroshima. Est-ce vraiment un hasard si, un peu moins de 50 ans plus tard, ces deux villes seront le cimetière définitif des ambitions de la marine et de l'Empire du Japon? Il est également celui qui introduisait la torpille et les torpilleurs comme armes révolutionnaires à l'époque. Au passage, les amiraux japonais inventent un nouveau concept de flotte combinée qui réunit pour une mission spécifique tous les éléments de la flotte permanente qui est logiquement, elle, dispersée tout autour de l'île. Ils ont donc les moyens, reste à trouver le moment. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo se consacrera sur la guerre russo-japonaise qui mettra en évidence pourquoi les Japonais ont gagné et aussi qu'est-ce qu'ils ont obtenu à la fin de ce conflit.
Je vous dis à la prochaine fois, mais d'ici là, n'oubliez pas à liker, commenter et à vous abonner à cette chaîne. Salut, ciao!